vrai qu'en sortant ce livre, j'ai essayé justement de briser des tabous par rapport à ça, quoi. Parce que longtemps, j'ai eu, pendant très longtemps, mes amis, même les plus proches, n'étaient pas au courant de la maladie, avec que ma famille qui savait. Mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, et même la famille un peu plus éloignée n'était pas au courant. Hein. Même, il y a eu des moments de solitude, parce que quand j'étais à Rennes, je suis repassé... ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 2 ans en fac de droit avant, et je suis repassé donc, près de la bibliothèque de la faculté de droit, et j'ai recroisé fatalement d'anciens collègues, en fait, et ils m'ont dit « Ah bah tiens, Florent, qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. » Et j'ai dit, en fait, que ça ne m'intéressait plus, mais c'était pas vrai du tout. C'était juste que j'avais été très malade, et j'ai dû arrêter mes études du jour au lendemain, quoi. Après, étonnant, c'était pas un choix par défaut, dans le sens où quand j'étais à la faculté de droit, j'étais auxiliaire de vie, en fait, auprès de personnes handicapées. Quand j'ai voulu faire quelque chose d'autre, ça m'a semblé une évidence, en fait. Je voulais rendre justice qui m'avait été donné à l'hôpital Guillaume-René, parce que j'ai vraiment une équipe soignante qui a su me tirer vers le haut au moment où ça n'allait pas du tout. Et qui a su aussi, je pense, bien entourer mes parents, parce que c'est eux qui leur ont parlé d'UNAFAM et qui les ont vraiment conseillés pour essayer de m'aider au mieux, quoi. Alors, vous nous expliquez que pendant longtemps, cette maladie, vous l'avez cachée, vous avez un petit peu honte, vous ne saviez pas trop comment réagir les personnes, et là, vous publiez un livre, qui plus est sous votre identité, donc là, maintenant, tout le monde sait. Il y a vraiment de personnes qui sont là, qui vont acheter votre livre. Voilà. Donc, comment vous avez vécu ça? Parce que là, j'imagine que du coup, des personnes qui ne savaient pas ont dû se dire, tiens, Florent, vous ont contacté, retour positif, contraire, retour de plainte, comment ça s'est déroulé? Alors, c'est une très bonne question aussi, parce que, en fait, le premier article que j'ai eu, c'était dans le Ouest France. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je bossais dans une maison de retraite après Guillaume Régnier. Et la maison de retraite dans laquelle je bossais distribuait l'Ouest France. Je commençais à 14h. Donc, c'est la première fois que je suis vraiment allé au boulot, je peux vous assurer, mais plus qu'à reculons, en me disant, mais si quelqu'un lit l'article, qu'est-ce qu'ils vont dire? Enfin, je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangé, j'avais vraiment peur du regard. Et en fait, quand je suis arrivé, la première chose qu'on m'a dit, c'est la secrétaire qui m'a dit « Ah, tiens, Florent, la directrice, elle voudrait te voir, il faut que tu ailles la voir maintenant. » Et donc là, je me dis « Bon, tu vas pas faire long feu, je crois. » Et donc, j'ai vraiment traîné mes pieds pour y aller. J'ai poussé la porte et j'ai été rassuré très vite parce que j'ai vu à la place de son visage un super sourire. Et elle m'a félicité, elle m'a dit que j'étais très courageux. Et j'ai eu d'autres personnes, bon, forcément, qui n'étaient pas au courant des collègues. Hein. Et je me souviendrai toujours, j'ai même une collègue qui bossait pas dans l'unité dans laquelle j'étais ce jour-là, qui était dans une autre unité, qui a pris le téléphone du service, qui m'a appelé pour me féliciter. Enfin, parce qu'en fait, moi, tout ce que je demandais, c'était d'être jugé sur mon travail. Et comme ça faisait déjà plus de 6 mois que j'ai travaillé là-bas, ils m'ont jugé sur mon travail. Effectivement, ça aurait été le premier jour, ça aurait sûrement été différent. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des démarches auprès des médias, j'avais déjà un CDI, en fait. Donc du coup, il y avait quand même la sécurité de l'emploi. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait des démarches si j'avais pas eu ce CDI, de peur d'être licencié, même pour un autre motif, et de peur d'être licencié à cause de ça, justement. Donc, une autre partie de votre vie qui est essentielle, c'est votre épouse qui est dans la salle aujourd'hui. Donc vous nous expliquez que quand vous avez rencontré Catherine au début, vous n'en avez pas parlé. Et qu'un jour, vous vous êtes trouvé devant cette décision, il va bien falloir que je le dise. Alors, comment ça s'est passé? Alors en fait, effectivement, quand j'ai rencontré ma future femme, Catherine, je ne lui ai pas dit tout de suite, parce que je pense que quand on rencontre quelqu'un, on ne vient pas avec sa valise de problèmes. Tiens, salut, ça va, est-ce que tu veux pas de ma valise? Donc du coup, je ne lui ai pas dit tout de suite, effectivement, et ça a pris beaucoup de temps. Mais quand elle a commencé elle savait que j'avais écrit un livre, mais elle ne savait pas en fait le contenant du livre, parce que c'était même pas moi qui l'avais dit, c'était un ami à moi, et qui lui a dit que j'avais écrit un livre, mais elle ne connaissait pas le contenant. Et un jour, quand ça a commencé à devenir très sérieux entre nous et qu'elle m'a proposé de vivre avec elle, je me suis dit, fatalement, elle va s'en rendre compte, tu as un comprimé à prendre tous les matins, des fois tu as du mal à rester plus d'1 heure devant la télé parce que tu as des crises d'impatience, elle va s'en rendre compte qu'il y a quelque chose, voilà quoi. Et donc du coup, je me suis dit que la meilleure solution c'était de lui faire lire un passage du livre, et là je lui ai fait lire en fait un chapitre qui s'appelle Une voix nommée l'autre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on s'est donné rendez-vous dans un café à Rennes, et j'avoue que avant qu'elle arrive dans ma tête, c'était à mon avis, je pensais que j'avais 80% de chance qu'elle parte et peut-être 20% qu'elle reste.
Donc je tremblais pas mal, à tel point qu'il y a une des serveuses qui est venue me voir, est-ce que vous venez à la monsieur? Donc ça devait se voir un peu. Et donc quand elle est arrivée, je lui ai fait lire le passage, et j'ai été très surpris par sa compréhension, par son humanité, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai appris après qu'elle pensait que j'avais invité dans ce café pour lui dire que je voulais rompre. Donc c'est quand même incroyable, c'est que chacun de notre côté, on croyait que l'autre voulait partir. Alors c'était pas du tout ça. Et ça restera un moment vraiment gravé dans ma mémoire, parce que j'ai vraiment longtemps repoussé cette échéance de dévoiler ma maladie, de peur qu'elle parte en courant et de peur de la perdre. Mais je savais fatalement qu'avec le livre, elle risquait de la prendre un jour ou l'autre, et je ne voulais pas que ce soit dans la bouche de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était vraiment important que ce soit moi qui le fasse. Et je pense que c'est une décision lourde de sens, mais en même temps, je pense que quand on a du courage, en général, les gens ils ont un bon retour, en fait. Et bon, quand je lui ai annoncé, je savais déjà que c'était quelqu'un d'humain, de compréhensif, et je me suis dit que j'avais une petite chance, et j'ai voulu saisir cette petite chance. Alors, avant de passer la parole à la salle, qui a sans doute beaucoup de questions, moi, je veux déjà vous remercier sincèrement, Florent, et puis dire que vraiment ce livre donne beaucoup d'espoir, de courage. À la fin, vous dites, je dédie ce livre à tous ceux qui ont vu un jour leur destinée se briser. Et puis également, plusieurs fois dans le livre, vous dites, j'ai de la chance. Et depuis que je suis stabilisée, je suis née à nouveau. Donc je trouve que c'est vraiment un merveilleux message d'espoir. Donc merci Florent. Et puis on va passer la parole maintenant à la salle pour des questions. Alors, il n'y a pas. En fait, la schizophrénie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui touche la personnalité. C'est-à-dire que il y a autant de formes de schizophrénie qu'il y a de formes de personnalité. Donc il y a une personne qui va rester 6 mois dans un hôpital psychiatrique, elle va sortir, ça va aller mieux après peut-être. Une personne, ça va être 2 semaines, une autre personne, ça va être 1 an. Ça, je ne peux pas vous répondre, voilà. Hein? En fait, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, franchement. Et je pense que, voilà, faut... Ça dépend de tout à chacun, en fait. Et effectivement, il y a des personnes qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, vont avoir un traitement qui va être adapté et ça va aller beaucoup mieux. Il y a des personnes qui vont être plus résistantes au traitement, ça peut mettre plus de temps. Je ne veux pas remplacer que ce soit des médecins ou des psychiatres, hein, c'est pas du tout le but, mais c'est vraiment une maladie qui touche à la personnalité. Donc il n'y a pas quelque chose de magique, malheureusement, qui marche pour tout le monde, quoi. Moi, ça fait 7 ans que je souffre ça, et c'est très dur. J'ai l'impression d'avoir des billes mentaux, puis il n'y a rien de magique. Pour l'avenir, il y a de la magie, c'est très dur. Oui, parce que c'est très dur, ça dure depuis longtemps. La sexualité qui m'empoisonne la vie, tout ça, vraiment, moi, ça m'empoisonne depuis des années. C'est vraiment dur. Je comprends tout à fait, c'est une maladie qui est éprouvante émotionnellement, physiquement, psychiquement. Et c'est vrai que c'est très dur, souvent ce que je dis, même quand on est stabilisé, c'est un combat de tous les jours. Parce qu'il suffit que demain, moi par exemple, si je décide d'arrêter mon traitement, peut-être que dans 1 mois, je vais refaire des crises, des rebelotes, et puis après, pour retrouver un état stabilisé, ça prend encore plus de temps. C'est vraiment un combat de tous les jours, et c'est vraiment une maladie qui est très difficile, je suis tout à fait d'accord, monsieur. Trouvez votre stabilité rien qu'avec votre traitement ou vous avez fait d'autres soins? Je vous remercie de me poser cette question. C'est vrai que je pense que d'un côté, un traitement adapté c'est important, mais ça ne suffit pas. Moi de mon côté, j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance d'avoir une famille merveilleuse, d'avoir une stabilité émotionnelle,
J'ai également une famille qui m'a beaucoup aidé. J'ai l'écriture qui m'a permis de faire comme une psychothérapie, donc c'est quand même pas mal de vecteurs qui font que ça peut aller mieux. Et également, je fais un petit peu aussi, quand j'ai le temps, j'essaie de faire un petit peu de méditation. C'est quelque chose qui m'apaise, qui me relaxe, qui me détend beaucoup. Et tout en sachant que dans la méditation, on contrôle sa pensée en fait. On essaye de voir déjà ce qui ne va pas, mais aussi de tendre vers ce qui va. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un équilibre entre toutes ces choses, entre son corps, son esprit et en fait d'avoir une alchimie entre les deux. Parce que si on prend juste un traitement, mais que derrière on n'a pas cette alchimie, ça ne suffit pas forcément. C'est facile de tomber amoureux ou c'est dur? Alors, j'ai envie de dire, comme tout être humain, ça peut être facile, mais ça peut aussi être très dur, ça dépend. Ça, il n'y a pas de recette miracle, mais on fonctionne comme tout le monde, hein, je pense, que ce soit atteint de maladie psychique ou pas, quand tout le monde a ça, c'est heureux, bien sûr, heureusement. Je vous dis bonsoir, merci de m'écouter. Je me pose des questions parce qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Avec les cachets qu'on m'a donné, ça équilibrait le corps, l'esprit. Mais des fois, quand j'entends une certaine voix, une certaine chose, ça me fait paniquer, ça me fait tout déséquilibrer le mental. Je ne sais pas si vous avez vu, monsieur, il y a un film qui s'appelle Un homme d'exception dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous le conseille vraiment. On voit à la fin du film que la personne qui a des voix, en fait, elle apprend à vivre avec et à les juguler, à les maîtriser. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand vous avez ces crises ou ces voix, vous avez sûrement conscience, puisque vous en parlez aujourd'hui, hein, il faut arriver à essayer de les maîtriser, ça prend beaucoup de temps, mais au moins à bien vivre avec. Et c'est important de ne pas se culpabiliser parce qu'on a ces voix, de pas... c'est normal d'être anxieux, parce que les voix, des fois, nous font penser, nous disent des choses qui ne sont pas ce qu'on veut profondément, mais il ne faut pas vous culpabiliser pour tout ça, en tout cas. D'accord. Alors moi j'avais une petite question, en fait, c'est au niveau des hallucinations. Donc moi j'en ai depuis pas mal de temps et en fait j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est des trucs que je vois qui apparaissent vraiment et que vivre avec ça c'est très très bien. Et j'ai peur que les gens que je côtoie en fait ils me lâchent un peu, ils me laissent interpréter parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que moi je ressens et que j'ai dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ma chambre, avec des gens, j'ai toujours ces visions en permanence et que j'arrive pas à les gérer. Alors, j'ai eu pas mal de visions aussi étant plus jeune, et c'est vrai qu'on a toujours cette peur du regard, cette peur intérieure, parce qu'on ne sait pas quelle est la prochaine vision, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure au monsieur. Il ne faut vraiment pas vous culpabiliser pour ça. On est nombreux dans ce cas-là, et il ne faut pas vous culpabiliser pour ça, c'est vraiment important. Bonjour, moi j'ai souffert aussi de troubles psychiques. Donc aujourd'hui je prends un traitement de fond, histoire d'être stabilisé. Mais je crois que ce qu'il faut insister, c'est de dire que entendre une voix, c'est pas du tout comme ce que vous venez de dire. Avoir une voix intérieure, on en a tous. Et malheureusement, je crois qu'en éducation nationale, on nous apprend pas vraiment que ce soit la communication ou la gestion des émotions. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui sera développé
je pense que vous allez aller dans mon sens. Oui, c'est vrai que je pense qu'au niveau de l'éducation, il y aurait des choses à changer, notamment, tiens, je vais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, quand il y a eu la présentation des maladies psychiques qui a été faite à mon beau-fils, qui a actuellement 16 ans et demi, donc c'était il y a 1 an, hein, et en fait, on lui a présenté la schizophrénie. Et donc il ne s'est pas du tout reconnu dans ce qu'on disait sur la schizophrénie, enfin de ce que disaient les livres en fait. Et donc le professeur, à un moment, il lui a demandé pourquoi il parlait à voix haute à son copain. Et donc Pierre, il lui a dit, bah non, moi je suis désolé, les schizophrènes ne sont pas tous fous, ils ne sont pas tous comme vous les décrivez. Moi par exemple, mon beau-père, il a de la schizophrénie, mais il travaille, enfin, il a une vie active, il fait des choses, et puis même s'il ne travaillait pas, enfin, c'est pas ce que vous dites, monsieur. Et donc le professeur s'est énervé, ça a fait un peu tout un... Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touché quand il m'a raconté cette histoire, parce que je me suis dit, ça veut dire que lui, de son côté, il a fait du chemin aussi, il n'avait pas honte d'en parler. J'ai trouvé ça super, mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup de boulot à faire, notamment auprès de la sensibilisation dans les écoles, parce que forcément, si un professeur apprend ce type de choses à ses élèves, comment vous voulez qu'à un âge hyper influençable, on n'y croit pas. Donc c'est comme tout ce qui est... je le dis souvent, mais tout ce qui sont les séries américaines où le meurtrier est toujours atteint de maladie psychique, il y a un moment ça devient fatigant, quoi. On a beau faire des débats, des conférences, on essaie de sensibiliser les médias, le lendemain, à l'heure de point d'écoute, voilà, le meurtrier il a toujours un problème psychique. Alors que si on regarde les statistiques pures, c'est pas vrai. Et souvent, les gens qui sont atteints d'une maladie psychique comme nous, eh ben, on est vulnérables. Souvent, on souffre d'agression, on peut se mutiler aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, on en parle très très peu finalement. Et je trouve qu'il faudrait replacer le curseur et pas forcément le placer que du côté extrême, mais juste le mettre au milieu, là en fait, où c'est normal d'en parler en fait, tout simplement. Bonsoir. Donc, moi je voulais juste dire que je vous trouve complètement fou. Voilà, mais peut-être c'est la bonne folie pour le coup. Dans une société où les stigmates sur la maladie psychique et surtout sur la schizophrénie sont tels qu'ils sont, et vous venez de le dire par les médias, les films, etc. Oser sortir un bouquin comme ça avec un coming out, c'est. Vous êtes un pionnier en fait en France, hein, on peut dire ça comme ça. C'est un des tout premiers qui ose faire le pas. Il y a une phrase que j'ai entendue d'un psychiatre américain qui s'appelle Dan Fisher, qui est psychiatre et également psychanalyste de schizophrénie, qui disait qu'un des premiers obstacles au rétablissement et qui entraîne la stigmatisation, c'était que ceux qui se rétablissent n'en parlent pas. Et donc ma question ce serait qu'est-ce qui vous a amené finalement, quelle folie vous a amené finalement à franchir le pas d'oser en votre nom propre divulguer ce diagnostic? D'abord, je voudrais vous remercier de dire que je suis fou, je le prends pour un compliment. J'ai toujours détesté le terme normal, la normalité, même quand je l'emploie, c'est avec des guillemets. Je pense qu'on est tous différents et un peu de folie, ça fait toujours du bien. Ce que je voulais dire, et pour vous répondre, quand j'étais interné, et quand ça n'allait vraiment pas, moi j'avais beaucoup de mal, même si je la respectais énormément, à me confier au psychiatre. C'est-à-dire que quand on me demandait si ça allait, je disais oui, ça va, alors c'était pas vrai du tout, et je n'osais pas parler de mes voix, de mes hallucinations, donc du coup je venais juste pour en fait mon renouvellement de mon traitement. Et je me suis dit, dans mon fort intérêt, mais c'est quand même dingue que quand j'ai eu cette fameuse liste avec ces gens qui s'en étaient très bien sortis, je me disais mais pourquoi aujourd'hui personne n'ose en parler? Il y a bien des gens qui s'en sortent, qui sont peut-être banquiers, ou je sais pas, ou infirmiers, ou aides-soignants, ou je sais pas. Il y a forcément des gens qui s'en sortent sans forcément travailler, ou qui sont dans l'art aussi, je sais pas.
Et je me suis dit, un jour, si toi tu t'en sors, il faudra que tu te fasses. Parce que moi, en fait, ce que je cherchais, c'était quelqu'un comme moi qui avait été interné, qui avait cette maladie, et qui avait réussi à s'en sortir. Et c'est vrai qu'il m'a fallu du courage, parce qu'au début, pour être franc, le livre, au tout début, je voulais le sortir sur un pseudo, parce que j'avais vraiment peur du regard. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et puis, en fait, ce que je me suis dit, c'est que de toute façon, mon livre, il allait passer totalement inaperçu, bon, c'est raté. Et que du coup, toutes les passages, je pouvais sortir sous mon vrai nom, je vais être honnête avec vous. Et du coup, je me suis dit, après, quand le livre a commencé un petit peu à marcher, et j'ai fait front, et je suis quelqu'un qui suis d'un naturel plutôt combatif. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu comme on me le posait récemment comme question, comme un combat finalement de montrer que c'est pas parce qu'on est atteint de la schizophrénie qu'on n'est pas des êtres humains comme tout le monde, comme tout un chacun. Je pense que c'est très très important. Et il y a tellement un travail de déstigmatisation à faire que je pense que ce soit moi ou d'autres, c'est important qu'on puisse avoir la parole et montrer voilà, qu'on est des êtres humains comme les autres en fait, et qu'on a autant de droits d'exister.